Merci de votre fidélité, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre. Lorsqu'on parle de personnalité inspirante, eh bien c'en est une qui est installée sur ses canapés. Lorsqu'on parle de motivation, parfois il faut aller la chercher. Puis alors il faut aller la chercher très très loin, cette motivation. Et ça se travaille. En tout cas, c'est un homme heureux et chanceux que je reçois sur ses canapés. C'est comme ça qu'il se désigne, on va dire. Il s'appelle Franck. Franck de Roche est là. Salut Franck. Ça va, Marc? Merci, Ouais, merci de me recevoir. C'est un décor magnifique. On est bien ici. Et j'adore la couleur. On est très bien. Très On bien. est comme à la maison. Comme à la maison, c'est le principe. J'ai dit que tu étais un homme chanceux et gâté par la vie, même Ouais. si celle-ci t'a quand même particulièrement bousculé, on va voir de quelle manière, mais tu te considères comme quelqu'un de chanceux? Ouais, avec le recul. D'abord, c'est la santé. Ensuite, c'est la famille. Ma femme qui va bien, les enfants qui vont bien. Tu as deux enfants. Deux enfants, deux jeunes adultes. Et puis, chanceux parce que, comme pour beaucoup de gens, un parcours un peu chaotique. Je parle de la scolarité. On aura peut-être l'occasion Bien sûr, on va en d'en parler. reparler, mais ouais, c'était au début, c'était un petit peu difficile. Moi, je suis de l'année 62, et à cette époque-là, le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas. Et donc, il fallait plutôt avoir un bon carnet scolaire pour passer dans la classe du dessus, parce qu'à l'époque, on pouvait redoubler. Mm. Et puis, il y avait un regard sur les profs, peut-être que c'était bien. En tout cas, moi, j'ai fait l'éponge, puisque, comme on le sait, on ne choisit rien entre 0 et 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tu es baigné dans, comme disait Archimède, moi, j'étais baigné là-dedans. Et puis, j'en suis ressorti, je pense, beaucoup plus fort. Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il aura fallu quelques étapes, quelques séismes. Oui, et puis des dans ta rencontres. vie. Et puis de belles rencontres, évidemment. Des belles rencontres, des rencontres magnifiques. Mm. Et avec le recul, puisque maintenant, j'ai 62 ans, c'est pas l'heure du bilan, j'espère, le plus tard possible. Mais Bien sûr. en fait, tu t'aperçois que dans une vie, tu as 3, 4 rencontres qui changent ta vie, positivement. On va voir tout ça, évidemment. Est-ce que la première personne qui a changé ta vie ne serait pas ton épouse? Oui. Oui, alors on pourra en reparler aussi tout à l'heure, mais déjà mes parents, très, très inspirants. Alors maintenant on dit inspirant, mais à une époque on disait modèle. Moi je voulais ressembler à mon père qui avait une entreprise, et je trouvais qu'il se débrouillait bien. Lui-même était orphelin de guerre, et j'avais envie c'était un modèle, j'avais envie de lui ressembler. Et puis après, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes, celui qui allait être mon premier patron, qui était considéré à l'époque comme un gourou de la motivation, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis un autodidacte, 0 diplôme. Si j'ai 2 bacs, comme disait Bernard Loiseau, le chef cuisinier, j'ai 2 bacs, un bac d'eau chaude, un bac d'eau froide. Et donc, moi, j'ai pas de diplôme. Ouais. Et assez vite, en fait, j'ai dû expérimenter, mais sans avoir l'idée d'expérimenter. Je regardais un peu autour de moi, donc mon père était un modèle, ma mère aussi, bien sûr, une référence. Et puis, j'ai toujours voulu regarder les gens à qui j'avais envie de ressembler. Et je crois que dans une vie, il y en a 3, 4, et ma femme, oui, en fait partie. Bon, tu nous raconteras ça. Le thème et ton angle d'approche, et le titre, quand on te croise et que tu te retrouves à un dîner ou un déjeuner, on te dit: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors à une époque, je parlais de motivation, et maintenant beaucoup moins, curieusement peut-être, parce que la réponse après, tu devrais venir dans mon entreprise, il y a tellement de travail à faire. Mais j'aime, oui, beaucoup parler, et puis c'est une obsession, la motivation. Je dis aussi que nos blessures sont nos motivations. Ouais. Nos blessures d'enfance. On ne guérit jamais de son enfance. C'est, je crois, Jacques Brel qui disait ça, et puis Jean Ferrat. Tu vois, j'ai... Les références de 62. Mais oui, je parle très souvent de motivation, et j'essaie à chaque fois, c'est plus fort que moi, de voir mais comment cette personne a pu réussir à faire ce qu'elle a fait. Ouais.
Voilà, quelle était cette force de motivation qu'elle a pu c'est avoir ça. pour en arriver là où elle en est aujourd'hui? Quelle est ta définition de la motivation? Qu'est-ce que la motivation? La motivation, techniquement, c'est ce qui motive, hein, tu découpes le mot en deux, motive l'action. C'est-à-dire pourquoi tu fais ce que tu fais. Il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a plein de gens qui se lèvent chaque matin en se demandant, Absolument. ouais, ou alors qu'ils le font de manière automatique, un peu comme des robots, parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc, en fait, Ils se sentent obligés de le faire. moi, pendant des années, il y a que 10 ans, il y a 10 ans que j'ai un peu mis un peu de conscience ou de clarté sur pourquoi je fais tout ça. Et en fait, j'ai souvent remarqué quand j'anime des séminaires, puisque j'anime des séminaires depuis, et des formations hein, depuis 92, Mm. ça me faisait du bien de parler de motivation. C'est curieux, hein, mais je ne savais pas pourquoi. Comme si, tu vois, tu penses une plaie. Mm. Ça me faisait du bien. Et pourquoi cette thématique de la motivation? Parce que tu en as manqué? Alors, je te disais, j'ai pas eu de diplôme, mais j'avais de l'ambition. J'avais envie de faire quelque chose. Je pense que les parents jouent un rôle important par rapport à ça. Donc, mes parents avaient une entreprise, et puis j'avais pas envie de faire moins bien. Mm. Mais sans diplôme, donc tu vois, j'avais 18 ans en 1980. Et là, qu'est-ce que je fais? Et ma première rencontre avec le développement personnel, c'est un livre qui s'appelle Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Évidemment, Tony Robbins. Et donc, j'ai lu ce bouquin-là, et puis après, que m'avait présenté un ami, et puis après, j'ai enchaîné avec Comment se faire des amis, Dale Carnegie, Napoleon Hill. J'ai trouvé, mais je dis, mais ce truc-là, c'est un truc de dingue. Voilà, donc la motivation, j'appelais pas ça de la motivation, mais je me suis dit, c'est un autre chemin que le diplôme Mm. pour réussir à faire quelque chose. Mm. Mais je savais qu'il fallait bosser, hein, de toute façon. Est-ce que c'est un chemin, j'allais dire presque nécessaire, pour accéder à à ces objectifs? Est-ce qu'on a l'obligation d'être, on n'a jamais l'obligation d'eux, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette motivation pour réussir? Pour réussir dans un domaine, Mm. je pense vraiment, ouais. Moi, j'ai remarqué une chose, tu vois, je fais dans mon activité aujourd'hui des masterclass, et l'année dernière, j'ai fait la connaissance d'un jeune qui a 25 ans, qui est meilleur ouvrier de France en boucherie. Et donc, moi, le truc, je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui dans la tête d'un jeune de 27 ans pour faire ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, en fait. Hein, Oui, parce que les MOF, comme on dit, le Les meilleur MOF. ouvrier de France, c'est le petit col bleu, blanc, rouge. C'est extraordinaire, C'est une distinction exceptionnelle. c'est exceptionnel. Mm. Et donc, lui, de quoi il me parle? Bah, il me cite le mot motivation à toutes les lignes. Il m'a dit, j'ai toujours eu envie de faire ça. Quand je voyais mes parents, mes grands-parents faire de la cuisine, quand je les voyais dans la ferme tuer un animal, moi, il me disait, je trouvais ça magnifique. Mm. Et aujourd'hui, il va chercher de la viande chez des éleveurs sur Parthenay, les Parthenaises, il va dans le Charolais, il va... Voilà. Et j'ai remarqué que les gens qui réussissent dans un domaine, mais qui réussissent de manière excellente, et dans la durée, sont des gens qui sont habités par une motivation ou une passion, si tu veux. Et les gens qui sont passionnés sont des gens qui ne fatiguent pas. Et est-ce que cette motivation vient, on peut se demander d'où elle vient. Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se travaille, la motivation? Est-ce que c'est une question d'éducation? Motivation, éducation, éducation, motivation ou pas? Je pense qu'il y a des... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance. Et en fait, tu vas... Alors la motivation, c'est quelque chose qui se fabrique, mais qui démarre tout petit. Je pense que tu ne changes pas après une personnalité, parce qu'on est sur des traits de personnalité, Mm. quand on est à l'âge adulte.
Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vois par exemple des parents qui, peut-être ont-ils raison, je ne sais pas, hein, mais d'épargner à leurs enfants, si tu veux, ce que j'appellerais moi des douleurs. Je ne parle pas de souffrance, des trucs terribles, hein, mais des douleurs, ces douleurs qui font ce que j'appelle moi les pets au casque. Les pets au casque, ce sont les blessures. Et ces blessures-là, Lise Bourbeau, tu vois, en parle très très bien, hein, les 5 blessures de l'âme. Si on se les recite pour les personnes qui nous regardent, l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'ignorance, et puis je suis en train d'oublier Tu me l'enlèves aussi. Le 5e. Là, il va y avoir 12 commentaires de gens qui disent le 5e, c'est ça. On le redonnera tout à l'heure. Et donc, lorsque tu as vécu ça, alors que tu ne l'as pas choisi, tu vois, pendant tes jeunes années, moi je sais d'où ça vient, hein, eh bien, tu vas passer le reste de ta vie à te soigner. Et tu ne le sais pas forcément. Tout ça n'est pas conscient. Et comment tu expliques alors à ce moment-là que dès le plus jeune âge, certains ont cette motivation, mais qui est infaillible. Ils ont une motivation ancrée qui est palpable depuis tout petit, pour le coup. Ils n'attendent pas d'avoir l'âge adulte pour arriver à cette motivation-là, pour avoir cette motivation. Il y a une pensée que j'aime beaucoup, c'est Lamartine, sur les bords du lac du Bourget, à Chambéry ou à Aix-les-Bains, qui avait dit « L'homme, j'adore, l'homme est un dieu tombé sur terre qui se souvient des cieux ». Ça m'a toujours ébloui ce truc-là. Alors, pourquoi on dit la valeur n'attend pas le nombre des années? Parfois très jeune, il y a des gens qui ont peut-être un coup de génie, mais pour moi la motivation, c'est pas encore ça, c'est vraiment de l'énergie pour entretenir, embellir une œuvre. Je me souviens avoir lu de Jean-François, c'était un académicien, je suis en train de perdre son nom, un académicien qui a écrit « La gloire à 20 ans ». Pas à l'âge de 20 ans. Donc là, on parle de Michel-Ange, on parle de Charlie Chaplin dans des domaines très différents, on parle d'Hélène MacArthur, Jean-François Degnaud, j'ai retrouvé. Et en fait, dans son livre, qui est sorti en 99 ou en 2000, Jean-François Degnaud dit « Tous les gens qui ont réussi à cet âge-là, donc assez jeunes, avaient 3 points en commun. 3. Une personne autour d'eux, un être exceptionnel. » Et c'était vrai pour Charlie Chaplin par rapport à sa mère, qui a sans doute découvert, tu vois, son pouvoir comique un soir où sa mère ne pouvait pas donner de représentation dans des petits théâtres de rue, hein. Et donc il l'a remplacé un peu au pied levé, parce qu'il voyait le public finalement siffler sa mère qu'il aimait tant. Et donc sa mère un peu humiliée, tu vois, il s'est dit je vole à son secours. Et il regardait comme ça sa mère derrière les rideaux. Donc il monte sur la scène et puis il improvise quelque chose. Et là, le public rigole. C'est sans doute à ce moment-là que lui, le petit Charlot, prend conscience de son pouvoir comique. C'est ça, c'est ça. Donc un être exceptionnel, une circonstance exceptionnelle. Au sens où De Gaulle le dit, hein, les résistants sont des gens ordinaires qui ont côtoyé une circonstance exceptionnelle. Et puis troisièmement, une mission quasi divine, c'est-à-dire le sentiment d'avoir à faire quelque chose, tu vois, sur Terre. Michel-Ange, toutes les personnes qui sont allées au Vatican voir la chapelle Sixtine, tu te dis, c'est quelqu'un qui n'est pas normal qui a fait ça. La Pietà, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas... on n'est pas dans l'ordre du normal des choses, on est dans l'exceptionnel. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette motivation est dans l'ordre de l'exceptionnel? Là, tu parles de la motivation de qui? D'une manière générale? D'une manière générale. La motivation, là, je ne sais pas répondre. Là, je sais pas répondre. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai, dans le cadre de mon activité, jamais été autant sollicité pour des questions de motivation. Oui. Je parle de l'entreprise. Hein. Donc, tu vois, c'est-à-dire,
On a du mal à fidéliser des collaborateurs dans une entreprise, on a du mal à les motiver, on a du mal à... voilà. Euh, mais la motivation, incontestablement, c'est quelque chose, la plus forte, hein, c'est la motivation intrinsèque. Tu vois. Ensuite, la motivation qui se crée, ça va être de la motivation extrinsèque. Et puis, après, tu vas chercher à l'entretenir. Et tu t'aperçois que la motivation la plus forte, c'est celle que tu as au fond de toi qu'il faut aller chercher. C'est sûr. Alors justement, est-ce que tu as eu une personne exceptionnelle autour de toi, des circonstances exceptionnelles autour de toi qui ont fait ce que tu es aujourd'hui, et pourquoi pas une mission divine? Non, je ne pense pas T'en avoir... as aucune des trois? Non. Mais si tu veux, j'ai toujours voulu faire quelque chose. Je ne savais pas quoi. Alors, il y a eu des événements. D'abord, la rencontre avec la montagne, qui, dans ma vie, est très importante. Et mes parents m'ont emmené la première fois en montagne, toute la famille, hein, avec mes frères et sœurs. J'avais quoi, 10 ans. Donc, ça veut dire, on était en 71-72. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient au sport d'hiver. Hein. Un luxe. Les bronzés font du ski, c'était pas sorti encore. Hein. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, c'est un endroit extraordinaire. Et ensuite, lorsque j'étais au collège, j'étais en pensionnaire, donc ça m'a profondément marqué aussi. J'avais la possibilité d'aller en camp de montagne l'été, donc j'y suis allé. Et puis, on m'a proposé un jour, est-ce que ça te dirait d'aller sur le Mont Blanc? Je m'en souviendrai toujours, hein, je m'en souviens encore, c'était la nuit du 21 au 22 août 78. Et je suis allé sur le Mont Blanc. Et c'est là que la première fois, j'ai appris ce qu'était la politique des petits pas. Parce que mine de rien, tu mets un pied devant l'autre, tu recommences, etc., etc., et tu vas sur le Mont Blanc. Il n'y a pas de difficulté hein, particulière. Alors, il faut un guide, hein, bien entendu, mais physiquement, si tu as une santé normale, tu montes. Oui, c'est faisable. C'est largement faisable. Et puis, les chasseurs alpins. Donc, tu as fait les chasseurs alpins. Ouais. Et qui là, pour le coup, n'est pas donné à tout le monde. Oui, alors, quand je me suis présenté, pour la petite histoire, à Rennes, tu sais, à l'époque, tu avais les centres d'orientation, je pense que c'était ça. Et je me présente, donc j'étais debout. Je n'ai pas fait de rugby. Hein. Et le militaire qui était là, qui était assis, il me regarde et il me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, il y avait qu'un truc, c'était la montagne, les chasseurs alpins. Il me dit, vous avez vu comment vous êtes taillé? Voilà, et puis circulé, je suis reparti. Un mois après, je recevais mes papiers et j'étais donc à Chambéry, Chambéry-Challes-les-Eaux. C'était en 83, octobre 83. Alors, qu'est-ce qu'il a décelé chez toi? La motivation? Non, il n'a rien décelé, ça s'est passé en 30 secondes. Il a coché parce qu'il était pressé. Bon. Okay. Non, il n'a rien décelé du tout. Mais une fois là-bas, je me suis aperçu. Alors quand tu as passé les sélections, parce que tu pouvais faire cuisinier, mécanicien, coiffeur, enfin tu connais le truc. J'ai connu. Et donc, moi ce que je voulais faire, c'était absolument être dans la montagne sans armes. Et il y avait une possibilité de le faire, c'était de terminer à la fin du brevet d'alpinisme militaire, ça s'appelle comme ça, après 2 mois de classe, tu avais la possibilité d'aller, à condition de terminer dans les 10 premiers, c'était une sorte de trail avant l'heure, hein, si tu veux. Voilà. Et il fallait terminer dans les 10 premiers. J'ai fini 10e. Et là, tu choisis ton truc et tu vas dans une section de recherche. Et là, tu n'as pas de fusil. Tu n'as pas d'armes. Et j'ai passé 1 an en montagne. Dans ton élément. Et le week-end, puisque je suis à côté de Nantes en Loire-Atlantique, j'habitais là, donc je ne revenais pas tous les week-ends. Le TGV Orange, qu'on connaît sur la ligne Paris-Lyon, il était tout neuf en fait, hein, et encore hein, sur la fin. Voilà, et donc je me suis aperçu que ce n'était pas le plus fort, le plus costaud qui arrivait. C'est dans la tête que ça se passait. C'est le mental. Voilà, donc j'ai découvert ça. J'ai découvert ça, et puis après, tu vois, la vie passe, et je me dis, mais en fait,
Si tu te donnes la peine, tu dois pouvoir faire des trucs magiques. Et c'est comme ça que tout démarre? Après, c'est la radio. Mmh. Je fais de la radio dans une radio locale en Maine-et-Loire. Et puis, bon, je savais que ça allait pas, j'allais pas y faire ma vie. Mmh. Mais j'ai passé de très bonnes années. J'ai passé de magnifiques années. Et puis, lors d'un reportage, j'assiste à une conférence animée par celui qui allait devenir mon futur patron. Et il parle de motivation. Et là, le fil rouge sur le fil rouge, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Sauf que entre le moment où tu as cette étincelle et que tu te dis, voilà, je ne peux pas faire autre chose parce que je me sens complètement investi et habité par ça, et le moment où il faut transformer ça pour en faire un vrai métier, pour le coup, il y a un delta. Ouais, là, il faut se remettre au boulot. Hein. Il faut être motivé, pour le coup. Ouais. Mais j'avais toujours un projet, si tu veux. J'avais toujours une ambition. J'avais toujours envie de faire quelque chose. Donc, c'est beaucoup de boulot, hein, forcément. Mais je compensais le non-diplôme avec la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance liée au diplôme. Je compensais avec beaucoup de travail. Oui, avec cette motivation qui t'habite, pour le coup. C'est ça. Et la motivation, c'est, je ne savais pas pourquoi je voulais faire les choses, mais je l'ai compris que beaucoup plus tard, je voulais absolument me prouver que j'étais capable et que les gens qui n'avaient pas mis un centime sur ma tête avaient eu tort. Tu vois? Ça, c'est de l'ego. Oui. Alors, est-ce qu'il est pas bien placé? Je ne sais pas, mais... Bon, et puis, j'ai rencontré ma femme qui m'a toujours suivi, toujours motivé, toujours encouragé, parce que la vie est faite de doutes, en fait. Hein. Tu doutes en permanence. Et puis les années passent, finalement, j'ai essayé d'expérimenter pas mal de choses. Hein. Je disais tout à l'heure, je regarde des gens qui étaient des modèles pour moi. Je me dis, mais comment ils font? Les gens qui réussissaient, tous travaillaient. Bon, je dis, on va bosser, quoi, en fait. Hein. Ensuite, les gens qui réussissaient ne buvaient pas d'alcool. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire ne pas faire la fête. Mais ils n'étaient pas à l'apéro tous les soirs, c'est ça que je veux dire. Tu vois? Et même aujourd'hui encore, j'ai rien contre les gens qui prennent l'apéro tous les soirs. Mais quand je me promène dans les rues d'une ville et que je vois des gens, si tu veux, sur les terrasses de café, alors qu'on n'est pas en période de vacances, je me dis sans doute que je dois être dans le faux. Moi aussi, j'aimerais bien être sur une terrasse de café. Mais je reste avec mon projet, si tu veux. Tu as parlé beaucoup, depuis le début de cet entretien, tu parles beaucoup, il y a deux mots qui reviennent régulièrement, c'est ambition et motivation. Oui. Ils sont indissociables? Ah, je pense, oui. Je pense parce qu'il y a quelque chose qui te tire vers le haut en permanence. Tu vois, quelque chose qui te tire. Tu as une certaine idée. Oui, j'ai sûrement un ego, ouais. Mais il y a quelque chose, tu vois, qui t'aspire. Et puis, l'obsession, c'est curieux, hein, l'obsession de la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de... Alors, on essaye de se guérir à chaque fois. Hein. Pas facile. Tu te rends compte, c'est le troisième mot, ça, obsession. Hein. Ouais. Motivation, obsession. Ouais. Et le troisième, c'était ambition. Ambition. Ouais. Ça fait beaucoup docteur. Mais ouais, c'est comme ça. Et... Alors c'est vrai que c'est assez passionnant parce que dans ton parcours de vie, effectivement, il y a cette prise de conscience où tu as envie de faire quelque chose, que on a le sentiment aussi que tu observes beaucoup, tu regardes beaucoup les gens et tu te questionnes sur ces gens que tu croises, des gens que tu admires aussi pour certains en tout cas. Et puis il y a des étapes dans la vie où effectivement tu es face à un mur et ça se passe à une certaine période de ta vie quand tu as cet accident de voiture. Oui, alors ça c'est un mur physique. Ouais. Ça c'était il y a 10 ans. Le
le 4 février 2014. Donc j'ai quitté mon domicile à Angers. Il n'était pas, mettons, allez, 7h du matin, 7h30. Et j'arrive aux alentours de Rouen, à Elbeuf exactement. Et bref, malaise au volant. Je sais que ce n'est pas... je ne me suis pas endormi. Ce n'est pas un malaise vagal. Mais toujours est-il que je suis dans cette voiture avec le régulateur de vitesse. Je roule pas vite, 130, je suis sur l'autoroute. Et pof, plus rien. La voiture roule. J'ai appris plus tard que j'avais explosé, c'est les bornes orange de téléphone. C'est sur l'autoroute. Et la voiture est montée sur un terre-plein et elle est redescendue et est allée s'écraser contre le mur de béton qui sépare les deux voies d'autoroute. Donc sur un angle un peu comme ça. Bon, c'était une bonne voiture, une voiture allemande. Les pompiers qui m'ont récupéré m'ont dit « Monsieur, heureusement que vous aviez ça ». Et donc, choc, j'ai 0 séquelles. Simplement, le choc a été violent. J'ai reçu, puisque les airbags à l'époque étaient dans le volant, enfin tous les airbags ont fonctionné, mais il y en avait un dans le volant et puis j'ai eu une particule en plastique là, qui m'a volé au visage, qui m'a fait saigner. Et donc, les pompiers me sortent et pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais pu parler pendant 1 heure. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas, c'était pas mécanique, c'était psychologique. Je vais dans l'hôpital, observation, et tu vas voir, ils me mettent dans un tunnel, c'était un scanner, je pense, ça s'appelle comme ça. C'est long, 10 minutes. Et je ressors, et le médecin me dit, écoutez monsieur, on a regardé votre tête dans tous les sens, on n'a rien trouvé. Et tu sais ce que j'ai dit à ce moment-là? J'ai dit, écoutez, vous auriez demandé à mon prof de maths, il vous aurait dit pareil. Ça l'a moyennement fait rire. Mais tu vois, c'est ce qui m'est venu à ce moment-là. Un peu d'humour face à une situation qui était quand même... Mais c'était de l'humour, tu sais, c'était un humour, c'était un sourire un peu... un sourire désespéré un peu? Ouais, c'est ça, ouais. Un peu stressé, quoi. Un peu stressé, ouais. Bref, me voilà après dans la chambre. Je m'installe comme si j'étais à l'hôtel. Et là, un médecin qui a changé ma vie, une autre rencontre, me dit, écoutez monsieur, on n'est pas à l'hôtel ici. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce qui vient de se passer. Et il va falloir que vous changiez très vite et que vous preniez une décision dans votre vie, sinon on ne se reverra pas. Ni moi, ni un autre médecin. Ça veut tout dire. Ouais. Et donc, sur le coup, je n'ai pas compris, mais tu vois, je m'en suis souvenu de cette phrase-là. J'ai dormi assis pendant 2 mois et demi. Je pense que ça m'a aidé à réfléchir, parce que tu ne dors pas bien. Il y avait eu tel mouvement. Et tu vois, maintenant, j'appelle ça un cadeau caché. Alors, je me suis fait aider, tout seul. Mais cet accident de voiture n'est pas venu là complètement par hasard. Par hasard, ouais. Et donc, tout ça faisait suite à une trahison que je vivais mal, qui me stressait, qui m'empêchait de dormir. Donc, je dormais mal, déjà depuis plusieurs mois. Et donc, tu vois, je sais qu'il y a une blessure, ce que j'appelle le pet au casque, et tout ça est venu chatouiller une ancienne blessure d'enfance, l'abandon. Je te parlais tout à l'heure du collège. J'ai été, moi, en pension, donc je rentrais le dimanche soir. Je rentrais chez mes parents, je revenais après chez mes parents le samedi, donc ça faisait des courts week-ends, un peu plus de 24 heures. Et en fait, moi j'ai passé une enfance heureuse, mais j'ai vécu ces 5 ans de pensionnaire comme, oui, une forme d'abandon. C'est comme ça que je l'analyse. J'avais à l'époque 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 14 ans, quoi, ce qui est jeune, d'accord? Et donc, je reviens à l'accident de voiture. Tu vois, tu as des vieilles blessures qui ressurgissent. Absolument. Et mon ancien associé que j'ai quitté après, j'avais appris, en tout cas j'avais de forts soupçons, qu'il me volait. Voilà. Comment est-ce que ça n'entrave pas ta motivation à ce moment-là?
Là, ça a été dur, hein. Si, ça l'a. Si. Si ça t'a quand même impacté Ah ouais. au point Ouais. de perdre de la motivation? Euh, la boussole tourne dans tous les sens, hein. Tu perds le nord, hein, honnêtement. Pour être honnête, oui, il y a même des jours, c'était difficile, hein, et ma femme me l'a dit plus tard, hein. Hmm. Elle m'a dit, j'ai eu peur plusieurs fois. Je pense que si tu n'es pas seul, j'y serais jamais, je n'aurais jamais surmonté. Hmm. Et ce que j'appelle un cadeau caché, c'est que d'abord tu comprends comment tu fonctionnes, pourquoi tu en es arrivé là. Tu comprends que tes cicatrices, elles sont là, mais qu'elles peuvent être, moi j'aime bien cette idée-là, tu vois, un peu comme la médaille, hein, ou une pièce de monnaie, t'as le côté pile, côté face. La blessure te fait souffrir, mais de l'autre côté, elle te fait grandir. Hmm. Et j'aime bien cette idée-là. Mais très honnêtement, non, après l'accident, là, ouais, là j'ai pris une... Alors, comment tu te remotives? Euh, L'amour des autres, le pardon de soi, pas de l'autre, hein, j'en suis pas là, mais le pardon de soi, se pardonner, si tu veux, d'avoir été aussi naïf. Tu vois? Et donc, en fait, tu découvres un peu là, si tu veux, un pouvoir illimité, un autre pouvoir, qui n'est pas celui de la motivation pure ou de l'énergie, si tu veux, hein, qui est plus dans, peut-être, oui, la spiritualité. Ouais. Hmm. Et ça m'a sauvé. Ouais. Comment tu te reconstruis? Je te parlais d'amour tout de suite, donc ça, c'est ton conjoint, c'est la famille, et puis après, tu fais de nouvelles connaissances. Donc, en fait, tu te reconstruis sans regarder dans le rétroviseur, mais en regardant sur l'avenir avec d'autres personnes. Et là, tu côtoies d'autres personnes. Donc là, j'ai créé, moi, ma société qui s'appelle Phase 4 Conseil. Alors, je pourrais en parler aussi, mais Phase 4, ta première phase, c'est la phase, je dirais, de la radio. Là où tout est possible, si tu veux, ou avec un tout petit peu comment dirais-je, de compétences, mais avec une énergie de dingue à bosser beaucoup, tu finis par grandir. Ensuite, à la phase de croissance, Phase 2. la phase 2, ça va durer 10 ans, 15 ans, et là, tu grandis. Et puis après, rapidement, tu vas avoir la phase plateau. La Phase phase 3. plateau, la phase 3 exactement. La phase 3, c'est quoi? C'est la phase où tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la crise de mi-vie, en fait. La crise de la quarantaine. Ouais. Hmm. Qui Et peut arriver plus tard, hein, d'ailleurs. Hein. oui, j'allais te dire la crise de la cinquantaine, C'est ce que ça, oui, oui, bien sûr, bien sûr. mais c'est exactement ça, quoi, hein. Et là, soit tu restes dans ce que tu sais faire, appelons ça la zone de confort, si tu veux, Hmm. soit tu découvres autre chose. Et c'est là le cadeau caché, c'est-à-dire que le point d'inflexion se trouve, pour moi, le 4 février 2014. C'est-à-dire, je suis reparti, mais j'aurais pu sombrer. C'est vrai. Il y avait deux chemins possibles. Donc, pour répondre à ta question, l'amour de ta femme, de ton conjoint, de tes enfants, de tes proches, et là, tu repars sur autre chose. Après la pluie, le beau temps, si tu veux, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, ça n'est pas toujours noir. Hmm. À un moment, ça s'éclaircit. Il faut serrer les dents. Il y a des jours, c'est extrêmement difficile. Hmm. Moi, je crois, si tu veux, que mes parents m'ont laissé, si tu veux, cette confiance en l'avenir. Ce sont des orphelins de guerre tous les deux. Qu'est-ce qui pourrait entraver cette motivation aujourd'hui? Ma femme me quitte. Et là, je sais, là, j'arrête. Là, j'arrête. Si, je le lui ai dit, hein, si ça devait se produire, j'arrête. Et là, qu'est-ce que je fais?
je vais en montagne. Vivre comme un ermite. Sans doute, ouais. Alors peut-être que ça durera 48 heures. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai en tête. Mais pour répondre à ta question, très franchement, oui, c'est ça. Ouais. Parce que les choses n'ont plus de sens. C'est beau. Elle le sait. Oui. Du coup, ça lui met quand même un peu la pression, pour le coup. Oui, oui, Quelque part. oui, non. Oui, mais qu'est-ce que tu veux Je le pense, je le lui dis. Hein. Alors aujourd'hui, il y a aussi quand même quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du transgénérationnel ou pas, mais tu parlais de harcèlement Ouais. quand tu étais gamin à l'école, Ouais. et toutes ces phases un peu difficiles que tu as pu vivre. Ton fils aussi a rencontré ces difficultés-là. Oui. Mon fils et ma fille, et notre fille, d'une autre manière. Hein, je le dirai tout de suite parce qu'on s'est occupé beaucoup de Paul et Mathilde. Paul, si tu veux, je vais te donner un exemple. Donc il est né en juin 95. Avec ma femme, on travaille beaucoup, dans le sens où on est beaucoup absent, mais on essaie d'être malgré tout auprès des enfants. Bon. L'école se termine, on est en grande section, il me semble, hein, c'est la maternelle, et ma femme va chercher Paul, et la maîtresse lui dit « Mais madame, c'est la télé qui garde votre fils ?» Je dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Parce que aujourd'hui, je vais demander encore aux enfants des objets qu'ils veulent. Et habituellement, on dit un avion, un hélicoptère, une feuille morte qui tombe d'un arbre, bon, mais jamais Dumbo, Peter Pan et le tapis d'Aladin, tout ça. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, on est en février 2000, début des vacances scolaires. On emmène les enfants, comme les parents font hein, très souvent, au cinéma. Je ne me souviens plus du film, c'était sans doute Toy Story. La séance se termine, les lumières s'allument, on est en février, on remet le manteau chaud aux enfants et à Paul. Et là, Paul, qui est toujours extrêmement zen, calme, regarde le générique défiler sur l'écran. Et il dit, donc à l'époque, il n'a pas 5 ans, hein, il est de juin 95 et on est en février 2000. Il sait à peine lire. En plus, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, je n'y avais pas pensé. Un jour, j'aurai mon nom là. Sur le générique. Ouais. Waouh. Et tu disais tout à l'heure, mais est-ce que ça vient de tout petit? Ouais, c'est ça. Oui. J'en sais rien. Bon, et puis la vie passe. Scolarité. Mal? Non, pas normale. Non, un peu chaotique? En dessous du normal. Ok. Et je sais qu'il regardera l'émission, donc Paul, tu me pardonnes, hein, mais en tout cas, on travaillait beaucoup avec lui. Et l'humiliation, il l'a connue. Par exemple, sa maîtresse, si on peut appeler ça une maîtresse, hein, moi je ne peux pas, dit aux enfants, on est en fin d'année scolaire, puisqu'il est du mois de juin, qui est invité à l'anniversaire de Paul? Alors, il y a des enfants qui lèvent la main. Eh bien non, vous n'irez pas à son anniversaire. Je vous interdis d'y aller. Tu vois un peu le truc? Non mais... Ouais, alors je fais court. Hein. Oui. Donc voilà le genre Très de choses. intelligent. Ouais, et ça a duré comme ça des années et des années. Et on l'a, sur les conseils d'un autre enseignant qui était bien, emmené au CMPP. C'est le Centre médico-psychopédagogique à Angers. Ce n'est pas les meilleurs élèves hein, qu'on envoie là. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, il y a des problèmes psy. Oui, bon. C'est ça. Des blocages. Voilà, c'est ça. Et on nous a rassuré, rien. Et puis, comment dirais-je, à l'époque, on ne redouble pas, si tu veux. Hein, donc, il passe sur la classe du dessus, mais tu sais, jusque-là, ça va. Oui, c'est ça. Et il a toujours eu cette idée en tête. Toujours eu cette idée en tête, c'est-à-dire de travailler dans les films d'animation. Aujourd'hui, il vit à Montréal, parle anglais tous les jours et travaille pour différents studios, pour Disney, pour Pixar. Alors,
Est-ce que tu as parlé avec lui de sa motivation? Quelle a été sa base de motivation? Il n'a jamais quitté un instant ce qu'il voulait faire, jamais. C'était une obsession. Donc ça revient Ouais. dans les 3 piliers dont tu parlais tout à l'heure. C'est rigolo, hein. Ouais. La motivation et l'obsession. C'est ça. Le rêve, Paul est un gamin qui rêve. Donc aujourd'hui, quand tu vas le voir à Montréal dans son studio, bon, nous, on ne peut pas rentrer. Hein, mais tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, dans Toy Story, tu as Buzz l'éclair. Donc il a Buzz l'éclair sur son bureau. Vers l'infini et au-delà. Ouais, c'est ça. Tu as le petit cow-boy, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein? Oui, je vois très très bien. Donc il a les tennis du Comment c'est, moi? Woody. Woody. Voilà, Woody. D'accord. donc il a les petites chaussures de Woody, tu vois, avec marqué le prénom dessous. Et pour ne pas abîmer la chaussure, tu vois, il l'enlève. Enfin bref, c'est un truc. Voilà. Donc sa motivation, si tu veux, il l'entretient. C'est vraiment un truc de tout le temps. C'est une obsession. Une obsession, ouais. C'est-à-dire c'est ancré en lui, hein, véritablement. Ouais, je pense qu'il est né avec ça. Je pense qu'il est né avec ça. Et Mathilde? Alors Mathilde... Est-ce qu'elle a un degré de motivation aussi qui frôle l'obsession? Ouais. C'est pas pareil. Alors, tu vois, je sais qu'elle va regarder aussi. Hein. On s'en est toujours voulu avec ma femme, si tu veux, d'avoir, non pas passé trop de temps avec Paul, mais pas assez avec elle. Okay. Et tu vois, si je pouvais donner peut-être un... Mathilde qui est l'aînée, hein. Mathilde qui est l'aînée, ouais. Mathilde qui est l'aînée, ouais. Et qui se débrouillait bien à l'école, si tu veux. Mais on n'a pas passé de temps avec elle, je pense qu'elle en a souffert. Donc on lui a adressé nos excuses. Ah oui? Ouais. Et tout ça pour dire que je pense que les parents font au mieux. Oui. C'est pas pour ça qu'on fait toujours très bien, mais ça on le comprend plus tard quand tu es toi-même parent. Évidemment. Mais voilà. Mais tout ça pour dire, si tu veux, que... Elle est dans quel domaine? Elle est dans la mode. La mode. Elle est dans la mode, voilà. Hein, et elle en France? Oui, en France. Ouais. Et elle se débrouille très très bien. Elle se débrouille bien. Et on est fiers d'elle comme on est fiers de son petit frère. Mais bien sûr, bien sûr. Donc tu es fier de tes enfants. Et alors ton épouse, est-ce qu'elle a une dimension motivation plus? Alors elle a un pet au casque aussi. Hein. C'est la famille. C'est la famille des pets au casque. Ouais, c'est la famille. C'est la famille, c'est-à-dire que elle est infirmière à domicile. Et elle, son truc, c'est d'écouter les gens. Presque un job de thérapeute, ça. Hein. Ouais. Donc en fait, il y a le soin infirmier, le soin technique. Corporel. Et puis, c'est l'écoute. Et là, elle est championne du monde. Qui te va très bien. Parce qu'elle t'écoute aussi, pour le coup. Ouais. Donc en fait, si tu veux, la motivation, c'est vraiment un truc qu'elle a en elle depuis tout petit. Et tout ça pour dire, si tu veux, Marc, un jour, ça m'est venu, j'ai fait ce petit schéma-là que je présente en séminaire ou dans les conférences que j'anime. Je mets un poisson et un arbre à côté. Et je m'adresse au public en leur disant, est-ce que d'après vous, ce poisson a une chance de grimper dans l'arbre? Évidemment, les gens, d'abord, ils trouvent ça complètement incongru. Bon. Je dis, et pourtant, vous voyez, à l'école, c'est ce qu'on essaie de faire en permanence. Moi, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bon en maths, les maths étant le truc, quand tu n'es pas bon en maths, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu es collé, ça t'apprendra à être bon. Et ensuite, pendant que tu es collé, tu vas travailler sur les maths jusqu'à temps que tu sois bon. Or, au final, tu ne seras jamais exceptionnel, tu auras 10, 11. Mais le goût pour les maths, la motivation pour les maths va diminuer. Bien sûr. Et ce faisant, la motivation pour l'école ou les études va aussi diminuer. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, c'est un truc que j'ai appris vraiment sur le tard, c'est que les poissons, il ne faut pas les faire grimper dans l'arbre. Les poissons, il faut leur trouver l'environnement dans lequel ils seront épanouis. Et c'est ce que nous a appris Paul, mais on ne le savait pas. Il nous a appris que, en fait, son environnement à lui, c'était les films d'animation, c'était le rêve. Il ne fallait pas le mettre sur autre chose. Bien sûr. Et tu vois, le jour où il a eu le bac,
parce qu'il a fallu qu'il ait le bac, c'était la clé en fait. Hein. Eh bien, je me suis dit, c'est bon, il va réussir. Il est sur son truc. Et tu vois, là, j'ai appris aussi avec d'autres personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense à Nicolas Rimbaud, hein, qui est venu ici. C'est l'alignement. L'alignement, c'est-à-dire quand tu fais ce pourquoi tu es fait. Tu vois, ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis. J'exerce aujourd'hui un métier dans lequel je me sens bien. Et la troisième point, c'est une ambition, un projet que j'ai envie de réaliser. Donc, quand tout ça est aligné, tu ne peux que marcher. Et Paul, lui, il avait ça en lui. Aujourd'hui, il fait un métier qu'il adore. Quand on fait des fast time, en l'appelant à Montréal, on l'appelle tous les 2 jours, il a la banane hein, tout le temps. Il est dans son élément. Il est dans son élément. Il est aligné. Il est aligné. Et les gens qui sont alignés réussissent à un moment, forcément. Mais il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les obliger à grimper dans quelque chose sur lequel ils ne sont pas faits. Aujourd'hui, tu accompagnes des chefs d'entreprise, tu accompagnes des collectivités aussi, tu fais des conférences aussi dans les établissements scolaires, ce qui est quand même, la boucle est bouclée quand même. Ouais, alors ça, tu vois, je me suis... D'abord, on a dit aux enfants, on a dit, rendez à vos enfants, à vous, et autour de vous, rendez ce que vous avez appris. Ne le gardez pas pour vous. C'est aussi, Marc, le sens, moi, tu vois, que je veux donner à ta présence ici. À ma présence ici, hein, c'est-à-dire témoigner. Et donc, ce qui me semble important, c'est de témoigner. Et comme pour Paul, donc ça s'est très bien passé. Puis en plus, il a épousé une Québécoise, anglophone, donc qui n'a pas l'accent de Céline Dion, l'année dernière. Et je me suis dit, mais j'irai témoigner dans les écoles. Et donc je le fais. Je fais des conférences dans des établissements scolaires qui veulent bien me solliciter. Donc là, je lance un appel. Voilà. Et donc, je leur raconte les erreurs à ne pas faire et puis les choses plutôt à faire. Tout ce qu'il ne faut pas dire à un enfant pour lui sabrer cette motivation qu'il a intrinsèquement, quoi. Je veux dire, tu sais, une manière de motiver les gens, la première étape, c'est déjà de ne pas les démotiver. Et tu démotives en faisant quoi? D'abord, tu démotives, je pense, sans le faire exprès au départ. Par exemple, tu vas d'abord regarder la mauvaise note plutôt que les bonnes notes. Ça, c'est assez franco-français. Oui. On va passer 3/4 d'heure sur une mauvaise note et 15 minutes sur la bonne, alors que quand on va dans des cursus anglo-saxons, c'est souvent l'inverse. Au Canada, c'est souvent l'inverse. Absolument. Et tu vois, moi j'aime bien cette idée, tu vois, on fonctionne avec le cerveau, la raison, et on fonctionne aussi avec le cœur, avec l'émotion, avec ce qui n'est pas rationnel, quoi, si tu veux. Et donc quand tu vois d'abord ce qui va bien, là tu touches le cœur. Quand tu ne regardes que la faute, tu touches le cerveau. Mais le cœur est infiniment plus puissant. Et lorsque tu combines l'intelligence avec l'émotion, tu vas sur la lune. Hein. Et l'alignement. Absolument. Qui permet cette motivation et donc évidemment de déplacer des montagnes. Oui, c'est ça. En même temps, la montagne. C'est ça, oui, c'est vrai. Et la montagne, si tu veux, c'est un très beau symbole. C'est-à-dire que tu penses être en haut, tu te dis, allez, c'est bon, tu vois, je me souviens le Mont Blanc, hein, tu dis, ça y est, c'est bon. Mais non, il y a encore, sauf qu'il est 2 heures du matin. Parce qu'il faut le faire de bonne heure. Hein. Voilà. Donc, ouais, la motivation, c'est de l'énergie, et puis c'est se faire confiance et écouter les gens qui t'encouragent. Quand ils te disent, c'est bien Marc, c'est bien Franck, vas-y, continue. Et ça fait un bien fou. Dire à ses enfants, et je ne l'ai pas dit assez, parce que j'ai appris tout ça sur le tard. Je ne l'ai pas dit, on est fiers de toi, on est fiers de vous. On ne le dit pas assez, ça. Alors tu sais qu'il y a une phrase de, je ne sais plus qui, une conférencière qui était installée à ta place, qui a dit, il ne faut pas dire à ses enfants, enfin, il faut éviter de dire à ses enfants, je suis fier de toi. Il faut lui dire, tu peux être fier de toi. Ah oui.
La nuance est subtile et importante. Oui. Tu peux être fier de toi. Oui. La valorisation au travers de cette phrase. Oui. Tu peux être fier de toi. Ouais. C'est une manière de l'amener à se rendre compte qu'il a ce pouvoir-là aussi, de dire mais Franck, c'est bien, Marc, c'est bien, tu peux être fier de toi. Oui, très très bien. Franck Doroche, je vous invite évidemment à entrer en contact avec Franck si vous avez envie de mettre un petit peu de motivation, ou voire beaucoup de motivation au sein de vos équipes. Et Dieu sait qu'on parle souvent, d'ailleurs j'en avais parlé avec Nicolas Rimbaud aussi, de cet état d'esprit managérial qu'on a en France dans les entreprises, où on sent que les managers parfois c'est un peu compliqué, sont plus des tableaux Excel que des gens qui vont dans la motivation de groupe, le team building comme on dit. Tu es d'accord avec ça? Absolument. Absolument. On parle souvent, si tu veux, des objectifs. On met une pression de dingue sur les objectifs. Moi, je suis convaincu que les objectifs, c'est une conséquence. Par exemple, la vente, c'est la conséquence d'avoir bien servi le client ou de l'avoir bien écouté. Tu vois, c'est une conséquence. Et on ne joue pas assez sur les émotions des gens. Les émotions positives, constructives. Parce que l'individu est ainsi fait que tu peux emmener quelqu'un, comme je disais tout de suite, sur la Lune. C'est absolument fantastique. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, je pense au service militaire, en janvier 84, donc là, je te parle de la guerre, mais pendant 3 semaines, on a fait des igloos. On dormait en igloo. Tu sais que c'est confortable, les igloos. Ah oui. Je dis pas qu'il fait chaud. C'est les chasseurs alpins, effectivement, qui font ça régulièrement. Mais c'est isotherme, en fait. C'est un endroit... bon. Et donc, en fait, là, tu apprends la solidarité. Et moi, j'ai eu la chance, pendant un court moment, d'apprendre ça. Et sans doute que, oui, tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup regardé. Je continue de le faire, mais oui, c'est vrai, ça m'a beaucoup appris. Ouais, d'observer. Observer les gens, les attitudes, les comportements. Et tu te dis, en fait, l'absence de solidarité, c'est ceux qui n'en ont pas les moyens, c'est un luxe, en fait. Tu vois, l'égoïsme est un luxe. Mais quand on est, je pense à une cordée en montagne, l'image est magnifique. Moi, j'ai vécu des moments... Cordée en montagne, tu as plutôt intérêt d'être dans cette dynamique de groupe. Toi, tu as fait du rugby. De solidarité, oui, bien sûr. Donc, oui, avec une équipe, bon, là, j'enfonce une porte ouverte. Mais... Donc, en fait, oui, créer de la motivation, créer de l'énergie, ça, c'est possible. Et de l'énergie collective. Mais tu vois, on s'appuie, Marc, sur, là encore, des blessures. C'est pour ça que tu parles effectivement de ces blessures qui sont aujourd'hui des... C'est la nourriture. C'est nos motivations. La nourriture relationnelle, ce que j'appelle la nourriture relationnelle. C'est-à-dire que si tu embarques avec toi dans ton équipe quelqu'un qui a besoin d'estime, qui a besoin de reconnaissance, tu lui donnes cette nourriture-là. Je vais te dire, c'est à condition évidemment d'être loyal avec lui, d'être réglo, mais tu le fais grandir. J'ai une question à te poser. Allez, vas-y. Il y a un point commun entre toutes les personnes, il y a même 2 points que toutes les personnes motivées ont en commun. 2 points en commun. Toutes les personnes motivées ont 2 points en commun. 1, toutes progressent. Toutes progressent. Et deuxièmement, toutes ont un sentiment d'utilité. Elles font quelque chose dont elles ont le sentiment que c'est utile. Magnifique, hein? C'est pas de moi, je l'ai appris. Alors je suis quelqu'un de motivé. Et donc c'est ça la motivation, tu vois. Merci Franck. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir. C'est moi qui te remercie. Plaisir de partager nos blessures sur nos motivations et comprendre les mécanismes qui créent justement cette motivation, que ce soit pour vous, au service de vos proches, au service de vos clients, au service de vos enfants, au service de tous ceux qui comptent pour vous dans votre entourage. Et je pense que si vous avez besoin d'en parler de manière collective au sein même de vos infrastructures et structures, vous appelez Franck Doroche et il se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Merci, bon retour. C'était un plaisir.
Et on se retrouve... Beau studio, voilà, j'ai adoré. Bon esprit. Merci infiniment Franck et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.